Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence Alumni. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Lucas Chassagne qui est diplômé du cycle ingénieur CESI et entrepreneur fondateur de la société EFIB. Salut Lucas, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Super, merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de me recevoir, c'est un plaisir. Lucas, pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter et revenir sur ton parcours depuis le lycée? Donc, je m'appelle Lucas Chassagne, j'ai 34 ans. J'ai naturellement fait un bac scientifique étant intéressé par les sciences et la technique. Et après ça, j'ai intégré une première école d'ingénieur qui était une prépa, en fait finalement c'est plutôt un cycle préparatoire, qui finalement m'intéressait assez peu. Et c'est de là que j'ai pu découvrir CESI. J'ai intégré une sorte de classe préparatoire à la formation d'ingénieur qui était par apprentissage et avec une spécialité dans l'environnement. C'est vraiment ce que je recherchais. J'ai ensuite intégré le cycle de formation d'ingénieur par apprentissage que j'ai fait en alternance. Pendant la formation, j'ai eu des volontés entrepreneuriales. J'ai choisi donc d'intégrer un troisième cycle en marketing et commerce à la Sorbonne, qui est donc, c'est l'IAE de Paris qui fait partie de la Sorbonne. J'ai travaillé dans un groupe d'ingénierie qui s'appelle Aegis, qui est peu connu du grand public, mais bien qu'il y ait environ 15 000 personnes dedans. Puis j'ai travaillé dans des bureaux d'études et cabinets de conseil, au démarrage plutôt sur des fonctions projet, et de petit à petit j'ai migré sur des fonctions de business development et de management d'équipe, jusqu'à avoir monté ma business unit dans une société de conseil d'ingénierie. Et après ça, j'avais toujours en tête la création d'entreprise et l'entrepreneuriat. J'ai donc rejoint une startup qui avait un site d'emploi, un site carrière, un job board. Et ça a bien fonctionné, j'avais formé mes équipes et autres, mais la volonté d'entreprendre était toujours là, la volonté de travailler dans le développement durable était encore plus là. Donc on a fait le choix de séparer en bon terme. C'est mon adjoint qui a pris le relais sur l'agence. Et à partir de là, j'ai pu lancer mon activité EFIB. Alors merci Lucas pour cette première réponse. Est-ce que tu peux un peu revenir sur tes études à CESI et un peu sur la genèse et d'où est venue cette envie entrepreneuriale? Alors je pense que j'ai une volonté d'entreprendre qui date de relativement longtemps, probablement dès le lycée. Pourquoi, je ne sais pas exactement, mais ce qui est certain, c'est que j'ai la chance d'avoir des modèles autour de moi, donc des oncles, mes parents qui sont aussi entrepreneurs. Et d'un autre côté, je suis convaincu depuis très longtemps sur la nécessité d'agir face au dérèglement climatique. Et donc, je crois profondément à l'écologie, au développement durable, etc. Et de là, depuis très longtemps, je me suis dit, il y a des choses à faire dedans. C'est des métiers qui sont naissants, où il y a tout à transformer encore. Et donc, probablement, ça sera beaucoup plus impactant si je crée mon activité plutôt que si je rejoins un groupe. À ces stades-là, c'était pas encore très clairement identifié de mon côté. Et lors de mes études à CESI, j'étais donc dans la formation d'ingénieur. J'avais les différents cours qu'on peut retrouver dans une école d'ingénieur, voilà, en sciences, en gestion de projet, en technique, etc. J'étais en parallèle de ça en apprentissage sur un site industriel en tant qu'ingénieur environnement. Et j'ai eu, on va dire, deux grands déclics ou deux grandes convictions qui sont apparues. D'un côté, sur le monde professionnel, je me suis aperçu que l'environnement était souvent vu comme le poste de dépense sur un site. Les personnes qui empêchent de travailler correctement, qui nous mettent des normes, etc., etc. Je caricature un peu, mais il y a une quinzaine d'années, c'était souvent ça. Moi, j'ai pu démontrer là-bas assez tôt que si on prenait les choses par le bon angle, on pouvait très bien concilier écologie et économie. C'est-à-dire qu'on peut, entre guillemets, gagner de l'argent ou vraiment avoir des effets très directs sur les résultats financiers d'une entreprise grâce à l'environnement. De l'autre côté, lorsque j'étais au CESI, j'ai eu la chance de faire une mission à l'étranger. Enfin, c'est inclus dans le parcours, c'est les stages à l'étranger, qui étaient aux États-Unis, à San Diego, dans une université partenaire qui s'appelle UCSD. Et les Américains ont une culture business qui est quand même assez forte, assez ancrée, assez développée. C'est vrai que ça m'a beaucoup imprégné, beaucoup inspiré à ce moment-là. Peu de temps après être rentré de cette mission-là de 4 mois, j'ai, avec le CESI aussi toujours, participé à une forme de concours de création d'entreprise
interétudiants qui s'appelait 48 heures de l'innovation, où j'étais mélangé avec des étudiants d'autres écoles. Et donc on était ensemble dans l'équipe, avec une thématique commune qui était autour de la silver économique, donc des seniors. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte que les ingénieurs, on est formé avec une approche plutôt par problématique, et en commerce ou en marketing avec une approche plutôt par besoin. Ça paraît pas comme ça, mais c'est assez différent. Et c'est vrai que je me suis rendu compte qu'on a vraiment été ultra productif grâce à ça, parce que déjà quand on est plusieurs cerveaux, on est plus intelligent, mais en plus de ça, quand on a plusieurs manières de penser. D'où la diversité, comme quoi ça apporte du bon. Et c'est de là que j'ai voulu acquérir des nouvelles compétences. Pour le coup, CESI reste une école d'ingénieurs, et donc avoir des compétences plutôt en marketing et en commerce. Je suis allé chercher dans un IEE qui s'apparente à une école de commerce. Très clair. Merci Lucas. Donc du coup, ensuite, donc, tu as un peu travaillé, donc une fois que tu as été diplômé, tu es parti dans le monde de l'entreprise et seulement après, tu as créé ton entreprise, ta société. Comment s'est fait ce cheminement-là? Et est-ce que tu peux un peu revenir du coup sur la notion aussi de développement durable qu'on n'a pas assez évoquée? Pendant la formation, pendant le CESI, j'ai eu cette volonté d'entreprendre. Et forcément, la question c'est est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et si on dit oui à la première réponse, c'est quand est-ce que j'y vais? Pour le coup, j'avais pas mal hésité, mais j'ai jugé que je manquais de certaines compétences. Je manquais aussi probablement de maturité, d'expérience, de réseau. Et donc c'est pour ça que j'ai souhaité d'abord travailler pour acquérir tout ça. En l'occurrence, j'ai jugé que les compétences qui me manquaient le plus, c'était des compétences commerciales. Forcément, j'avais plutôt des compétences projet, techniques autour de l'environnement, et donc il fallait que j'acquière ça. C'est-à-dire que si je caricature un peu, j'ai mis presque 10 ans entre le début de la formation post-bac et le lancement de mon entreprise pour me former, en quelque sorte acquérir toutes les compétences que je souhaitais acquérir, pour être armé du mieux possible face à l'entrepreneuriat. Alors, probablement, je pense qu'on peut le faire différemment. Ensuite, ma conviction autour de l'environnement, du développement durable et de la RSE, c'est que c'est le modèle qui permettra de concilier les grands enjeux de demain ensemble. C'est-à-dire à la fois les besoins de développement économique et de prospérité économique qui sont quand même nécessaires pour avoir un niveau de vie de développement correct, mais en alliant à ça l'environnement, l'écologie, c'est-à-dire de préserver notre planète et autres, et en alliant à ça le social, c'est-à-dire de travailler sur les inégalités et la diversité. On retrouve ensuite plus ou moins deux courants de pensée quant au chemin à prendre pour arriver le plus vite possible à l'objectif qui est la neutralité carbone. Et le jalon qui est posé par l'Europe, c'est 2050, neutralité carbone grâce au Green Deal. Que nous, on préconise chez EFIB, et c'est ma conviction, c'est qu'on se confronte à certains principes, notamment le principe du paradoxe, qui est que si on renverse la table du jour au lendemain, ça va être un cataclysme d'un point de vue emploi et donc d'un point de vue social. Nous, notre manière de faire, c'est de poser les jalons méthodologiques pour aller le plus vite possible vers la décarbonation, sans pour autant que ça soit impactant d'un point de vue social ou d'un point de vue économique. Et pour ce faire, notre conviction, c'est qu'il faut transformer les entreprises en profondeur. Et si on veut le faire, c'est par l'intérieur, c'est par le levier économique. C'est-à-dire qu'il faut qu'on leur amène de la rentabilité et de la profitabilité pour qu'elles puissent ensuite se transformer en changeant toute la chaîne de valeur et donc, in fine, arriver à l'objectif. Merci Lucas. Alors justement, tu fais le lien avec ta société que tu as créée. Est-ce que tu peux un peu revenir sur ce que vous faites concrètement et un peu ton quotidien en tant qu'entrepreneur? Alors, donc, la société que j'ai créée s'appelle EFIB, qui est l'acronyme de Eco for Your Business. Elle vient justement de ces différentes convictions et en l'occurrence que la très grande majorité des chefs d'entreprise, et particulièrement des PME, sont des gens qui souhaitent bien faire, qui souhaitent agir entre guillemets pour le bien. Et du coup, la question que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'ils vont pas plus vite vers la RSE? Pourquoi est-ce qu'ils vont pas plus vite vers le développement durable? Et en l'occurrence, c'est parce qu'ils font face à essentiellement deux freins. Le frein financier. On ne peut pas du jour au lendemain mettre 10 millions d'euros sur la table et tout changer. Et voilà, il faut avoir cette capacité d'investissement. Et deuxièmement, le frein organisationnel et de compétences. C'est-à-dire qu'il y a des schémas, des organisations internes qu'on ne peut pas renverser du jour au lendemain. Et ça nécessite des compétences ou
des savoirs que toutes les entreprises n'ont pas en interne. Et donc de là est né EFIB avec la volonté d'accompagner les organisations à transformer les enjeux de la RSE et de la transition écologique en solutions concrètes. C'est aussi notre mission, c'est aussi de diffuser les savoirs et bonnes pratiques. Donc c'est aussi pour ça que j'échange avec plaisir sur ce sujet. Et toute notre philosophie, c'est d'agir de manière concrète et innovante pour un monde durable en alliant économie, écologie et éthique. À partir de là, on a développé une méthodologie particulière qui permet justement de concilier accompagnement au changement, limitation des investissements et donc profitabilité, tout en finalement ayant des gains sur l'environnement et le social. Et donc on va travailler sur 3 axes. Un premier axe qui va être au niveau de la stratégie du marketing et des offres, c'est-à-dire qu'on vient bâtir une stratégie RSE et de cette stratégie lui donner 2 temporalités. Une temporalité plutôt longue qui va s'apparenter à la raison d'être, à la vision, à des valeurs pour l'entreprise. Et quand je dis longue, c'est des exercices qu'on peut travailler sur 10, 15, 20 ans, ce qui est relativement rare pour les entreprises. Et une temporalité beaucoup plus courte qui se traduit dans des plans d'action opérationnels à 1, 2, 3 ans qu'on va décliner dans toutes les strates de l'entreprise. La RSE, c'est pas simplement quelque chose que d'un chargé de projet RSE ou QSE doit gérer. Non, ça doit se retrouver au RH, à la production, aux finances, au développement de produits, etc., etc. C'est ça qui permet de transformer les choses en profondeur. Et de là, on peut aider à développer des nouveaux produits ou des nouvelles offres. Si on veut décarboner en profondeur, ça passe pas simplement par l'alimentation de transport, mais ça passe aussi par le changement des modes de production et voire même des modes d'affaires. Par exemple, on va travailler sur aider des entreprises à développer un nouveau produit à partir de matières recyclées, en réduisant leur diversité de matières, en réduisant les poids matières, en augmentant la durabilité du produit, en augmentant sa réparabilité et en augmentant sa recyclabilité derrière. Et ça nécessite de travailler avec toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire à la fois avec les fournisseurs, à la fois avec les clients, à la fois en interne pour pouvoir le faire. Deuxième axe sur lequel on va intervenir, c'est un axe autour de l'environnement, qui est plus technique, qui s'apparente plus à un bureau d'études pour le coup. Ici, on va travailler sur différents flux, donc les flux d'énergie par exemple, les flux de matière, les flux de déchets et les flux d'eau. Et à travers tout ça, ce qu'on va lier, c'est la partie climat et carbone, à travers entre autres les bilans carbone, mais aussi tous les plans de décarbonation. Et enfin, un dernier axe sur lequel on intervient, c'est l'axe social ou sociétal. C'est-à-dire qu'on va parler de management des parties prenantes, de coopération, c'est-à-dire le cercle externe de l'entreprise. Comment est-ce qu'on crée des cercles vertueux pour que l'entreprise, entre guillemets, se comporte comme une bonne citoyenne et puisse avoir des meilleures relations avec ses fournisseurs, avec les écoles, avec par exemple, et autres. Et en interne, comment est-ce qu'on apporte de la qualité de vie au travail pour les collaborateurs? Et là-dessus, en l'occurrence, on le fait, nous, de 2 manières différentes. C'est en apportant du sens et en créant de l'engagement pour les collaborateurs à travers l'engagement général de l'entreprise et en travaillant sur un décloisonnement des services basé sur une valeur cardinale qui est la confiance. À partir du moment où on a mis la confiance au centre du management, ça permet d'avoir une vraie flexibilité dans le travail. Finalement, si les collaborateurs sont responsabilisés et les managers ont confiance en eux, les horaires peuvent être libres, les jours de télétravail peuvent être libres, et ça permet surtout de faire quelque chose qui est que du lundi au vendredi, au lieu de faire tourner 100% de sa vie perso autour de sa vie pro, on peut intégrer une partie de sa vie perso dans sa vie pro. Ça change radicalement les choses. Et tout ça permet in fine de réduire les coûts. On va réduire les dépenses énergétiques, on va réduire les coûts de turnover, on va réduire les coûts liés aux arrêts maladie, et on va pouvoir aller chercher plus de business, plus de chiffre d'affaires. Peut-être maintenant revenir un peu plus sur les points positifs et les difficultés rencontrées en tant qu'entrepreneur, et aussi ce qui t'a aidé, notamment en lien avec la formation à CESI que tu as eue quelques années auparavant. Ok, alors l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est passionnante, mais qui est aussi parfois stressante, je dirais, parce que c'est extrêmement prenant en termes de charge de travail, surtout au début. Et surtout, la particularité, c'est que je pense qu'il n'y a pas vraiment de formation qui forme à 100% au métier d'entrepreneur, puisque on fait 5, 6, 10 métiers finalement concentrés en une seule personne. C'est-à-dire qu'on va avoir généralement une partie liée à sa technique, on va dire.
On peut être coiffeur, on peut être cuisinier. En l'occurrence, moi j'étais ingénieur en environnement, donc ça qu'il faut acquérir. Et puis on va avoir besoin de développer des compétences commerciales, des compétences de gestion, des compétences marketing, des compétences financières, des compétences de recrutement, de RH, etc., etc. Et finalement, c'est ça, je pense, la difficulté, c'est qu'il faut être capable de switcher presque d'une heure à l'autre ou des moments même plusieurs fois dans la même heure à travers tous ces différents métiers. C'est aussi ce qui en fait la beauté et la richesse d'être entrepreneur, c'est que finalement, on n'a jamais le temps de s'ennuyer et on peut très régulièrement au cours de la journée ou au cours de la semaine, on va avoir beaucoup de facettes différentes sur ce qu'on peut faire. J'ai eu la chance, moi, de faire des études supérieures et CESI, pour le coup, je pense, c'est une formation intéressante pour ça parce qu'elle forme au métier d'ingénieur, ce qui est primordial, enfin, en tout cas moi pour ma branche. Deux, elle a quand même une capacité, je trouve, à apporter d'autres facettes que simplement son métier pur d'ingénieur stricto sensu, c'est-à-dire des facettes autour de l'organisation, on a même eu quelques cours en gestion financière, par exemple. Donc à la base, on n'est pas censé forcément faire ça systématiquement en école d'ingénieur. On a acquis des compétences en gestion de projet, par exemple. Et donc tout ça fait que ça nous permet d'être quand même plus armés. La deuxième chose, et je pense que c'est extrêmement important, et d'ailleurs, de manière générale, lorsqu'on veut entreprendre, c'est probablement une des choses les plus importantes, c'est de pouvoir développer son réseau. L'intérêt de CESI, c'est que on est des promos relativement élargis, diversifiés en termes de parcours, en termes de culture et autres, et tous ou presque sont en entreprise puisque c'est via l'alternance. Et donc ça veut dire que c'est aussi finalement 50, 100 entreprises derrière qui maillent derrière et qui apportent un premier réseau. Et ça, je pense que dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment primordial pour le réseau pour pouvoir réussir derrière, tout simplement. Alors, merci Lucas pour cette réponse. Peut-être pour terminer, est-ce que tu aurais quelques conseils pour celles et ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat et potentiellement par une grande école d'ingénieurs, mais qui n'osent pas ou qui manquent un peu de légitimité? Alors déjà, le premier, c'est d'oser, je pense. Je pense qu'il y a trop de personnes qui s'auto-limitent ou qui se mettent des freins quant à leur capacité à réussir des études supérieures. Pour le coup, si on fait preuve de sérieux et de travail, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Et ça, c'est valable aussi bien pour les études supérieures que pour l'entrepreneuriat aussi. Je pense qu'une des clés, effectivement, c'est oser, travailler. Quand les deux sont réunis, je pense qu'on a déjà fait au moins 80% du chemin. Pour le coup, CESI en plus a un vrai atout pour ça, c'est que la majorité des parcours sont en alternance, donc la formation est gratuite, d'une part, mais d'autre part, on a un salaire pendant la formation, et donc ça permet de pouvoir subvenir à ses charges, c'est-à-dire payer son loyer, sa nourriture, etc. Et je pense que ça, c'est un vrai atout en termes de diversité, c'est-à-dire que ça peut permettre d'intégrer tout type de profil et pas uniquement des profils issus de CSP+, qui ont les moyens de payer la formation. Moi, je me souviens, par exemple, dans ma promo, qu'il y avait un de mes copains qui venait d'une famille extrêmement modeste. C'était le premier à avoir un bac dans sa famille. Et donc, c'était d'autant plus le premier à avoir un bac plus 5 dans sa famille. Et il a pu le faire uniquement grâce à l'alternance. La deuxième chose sur l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'auto-limitation sur sa capacité à réussir à entreprendre. Mais il faut avoir une forme de courage pour oser se lancer et surtout ne pas avoir peur de l'échec. C'est peut-être de là d'ailleurs que vient l'auto-limitation. C'est pas grave finalement de ne pas réussir et même de perdre quelques milliers d'euros lorsqu'on a déjà un diplôme d'ingénieur ou voilà, a priori on saura rebondir, donc on peut tout à fait le faire et essayer. Et au pire, on aura appris beaucoup de choses qu'on pourra réutiliser ultérieurement. Et pour le coup, je pense que ce qui est important, surtout aujourd'hui avec les enjeux que l'on connaît, c'est d'identifier une cause ou une problématique, quelque chose qui soit utile, voilà, autour de l'écologie, autour du social,
autour de la diversité. Enfin, il y a des milliers de sujets intéressants. Quelque chose qui nous passionne et pour lequel on a envie de s'investir, auquel on croit profondément. Et si on croit profondément dans un projet, qu'on est un peu courageux, un peu travailleur, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Merci Lucas. Merci à toi. Bon courage à toutes celles et ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat ou potentiellement par une école d'ingénieurs comme CESI. Vous avez toutes les informations dans la description de la vidéo. Et puis en tout cas, nous on se retrouve très bientôt sur Totis. Au revoir.